Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants à se protéger et à se défendre, que ce soit dans une cour de récré ou contre des prédateurs bien plus vicieux. Ensuite, n'oubliez pas notre interview santé fait le point aujourd'hui sur la préparation à l'accouchement naturel avec le gynécologue Youssef Benjeloun. Bienvenue à toutes et à tous, reste avec nous pour les détails tout de suite. Mon enfant peut s'imposer et s'affirmer. On en parle avec deux spécialistes. Kenza Mkwar, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychologue. Merci beaucoup d'être là. Et Amal Hassan, bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Onzito. Vous êtes, entre autres, coach. Vous avez plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, avec nous, vous êtes là pour cette casquette de coach. Bien sûr, je le rappelle, l'importance de la préparation de l'accouchement naturel, ça vient juste après cette longue discussion et importante discussion sur ce sujet des enfants. Donc, en fait, on a l'impression que c'est des histoires qui ne concernent que les ados ou les enfants, on va dire, les jeunes adultes. Et pourtant, en crèche déjà, et peut-être même dans les aires de jeu, bien avant d'aller en crèche, on les voit, ces petits, qui essayent de prendre le dessus, qui essayent de s'imposer. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est inné, ce genre de rapport humain, Amal Hassan? Déjà, les petits, comme jusqu'à 2 ans, il n'y a pas de langage. À partir de 2 ans, il y a un langage, mais qui n'est pas très élaboré, jusqu'à 4 ans. Et ces petits vont s'exprimer par du corporel. J'ai besoin de passer devant, je vais pousser. J'ai besoin de jouer avec le ballon, il est entre les mains d'un autre, je vais l'arracher. C'est normal. C'est un peu normal au départ. Donc, il n'y a pas... bien sûr, après, il y a tout ce qui se passe à la maison, comment l'enfant est positionné, comment est-ce qu'il est mis, s'il est mis sur un piédestal, s'il a appris à partager ou pas. Mais au départ, c'est un peu normal parce que l'enfant ne s'exprime que par les gestes. Les mots ne viennent que plus tard. Que par le corps. Que par le corps. Forcément, ça pousse, on le voit, c'est visible. Et comme les adultes, les petits, ils sont tout le temps encadrés. Ouais. C'est pas comme les grands. Donc on voit, ils sont surveillés, ils sont observés. Donc forcément, on voit les choses. C'est très visible. Un geste brutal est visible. C'est vrai. Mais en même temps, par exemple, on peut en voir un qui va avoir un geste brutal. Il va, par exemple, prendre le ballon des mains de son petit copain, et donc l'autre, celui qui a été entre guillemets pour nous adultes agressé, peut regarder l'adulte qui l'accompagne, sa maman, son papa, et demander une réaction en fait. Mais ça, c'est la lecture de l'adulte. Est-ce que c'est la vraie lecture? Est-ce que c'est la vraie lecture? Je ne sais pas. Simplement, quand vous demandez si c'est inné ou si c'est plutôt acquis, moi je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais l'impulsivité, les rapports aux autres, les rapports sociaux, je pense que ça vient s'inscrire et se développer naturellement au fur et à mesure que l'enfant grandit. En fonction de son environnement, justement, en fonction de la façon dont il aura été éduqué, des réactions qu'il aura lui-même observées chez les adultes autour de lui ou chez les autres enfants, fratries, cousins, très tôt, cousines. À 2 ans, 3 ans. Très tôt, certainement. Ouais. On parlait tout à l'heure d'un livre de William Golding qui s'appelle « Sa Majesté des Mouches » et qui raconte... des enfants, voilà, c'est l'histoire d'enfants qui partent en colonie de vacances et dont, il me semble, si je me souviens bien, l'avion se crache et en fait ils atterrissent sur une île déserte et puis se met en place naturellement un fonctionnement qui est totalement calqué sur en fait une micro-société d'enfants, calquée sur le modèle adulte. Et donc ça prouve que les choses viennent se dessiner, se mettre en place naturellement, même chez les petits. Mais en même temps, cet enfant, par exemple, supposons que ce soit notre enfant. Et donc, on assiste à cette scène. L'enfant joue au ballon, un autre du même âge vient lui prendre le ballon, le petit ou la petite regarde ses parents. Et donc, on a tendance aussi à communiquer, soit, on peut dire soit, laisse-le jouer, c'est pas grave, partage, ou bien on peut lui passer le message, défends-toi. On installe ça aussi, nous. Ou alors, on peut le surprotéger et aller le défendre nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, parce que vous le dites bien, c'est aussi une bonne chose d'apprendre un enfant à se défendre par lui-même, ou simplement à réagir par lui-même, sans qu'il y ait toujours la présence des adultes derrière.
Ok, mais alors justement, c'est assez compliqué à mettre en place hein, quand ils sont tout petits, parce qu'on ne sait pas s'il faut les protéger, s'il faut au contraire les laisser faire, les laisser apprendre par eux-mêmes. Bien sûr, protéger, c'est évident. On doit protéger. C'est le surprotéger qui est un peu compliqué. Protéger un enfant, c'est vrai que la réaction que nous avons tout à fait naturelle, c'est d'aller au secours d'un enfant, parce qu'on se dit il y a danger. C'est vrai que s'il y a un danger physique, on ne réfléchit pas, on intervient, on sépare, on met les deux enfants en sécurité. Quand il n'y a pas de danger réel physique, et il ne va pas lui crever un œil, il ne va pas le pousser dans un endroit où il risque de se blesser. Là, l'adulte ferait bien d'attendre un petit peu et de voir la réaction et que les choses s'équilibrent parce que l'enfant va forcément réagir. L'autre enfant qui est agressé, il va réagir. Ça peut être l'escalade, puis ça peut redescendre. Donc, se donner un peu de temps pour que ça s'adapte, parce que c'est un moment d'apprentissage. Parce que c'est vrai que quand on vole à leur secours, on va peut-être les priver d'une occasion d'apprendre quelque chose. Parfaitement. Mais quand l'enfant vient, et là on parle encore en fait des 2-3 ans, des tout petits, voilà. Après on va arriver à ceux qui sont un peu plus grands, mais quand le petit lui-même vient chercher de la sécurité chez ses parents, quand par exemple, revenons à cette histoire de ballon, il lui prend le ballon, il regarde sa maman, et là, il se met à courir, il vient dans ses bras. Ouais. Alors, ce qui est important, je pense, dans la tête des mamans, parce que l'enfant, c'est normal, c'est sa figure de sécurité, absolument. Donc il va venir vers sa maman. Mais ce qui est important de dire aux mamans, c'est qu'il y a un apprentissage à faire. Bon, bien sûr, elle peut l'accueillir, mais ne pas voler à son secours, oui. C'est important. Lui laisser l'occasion d'apprendre par lui-même, c'est important. Ne pas aller agresser un autre enfant pour résoudre le problème du sien, c'est important. D'abord parce qu'on est des modèles, parce que notre façon d'intervenir, ça permet aux enfants, comme l'a dit tout à l'heure Kenza, ça leur permet d'apprendre. Nous avons nos fameux neurones miroirs qui permettent le mimétisme. Et donc, quand on réagit calmement, avec confiance, eh bien forcément, l'enfant va apprendre. Si la maman s'affole, ben, bien sûr, pour lui, c'est un danger, il y a un danger. Mais si la maman dit « mais c'est pas grave, va te défendre », alors, voilà, c'est-à-dire on peut avoir ce cas de figure de va te défendre, mais on peut pas dire à un enfant va te défendre, parce qu'il faut apprendre à un enfant à se défendre, ça s'apprend. Mais lui dire va te défendre, ben, il va aller arracher, il va faire la même chose. Absolument, c'est ce que l'enfant entend quand on lui dit défends-toi, il entend le côté physique en fait, il a l'impression qu'il faut qu'il aille se battre. Exactement. Même quand ils sont tout petits. Justement, quand ils sont petits, alors 2-3 ans, je pense que depuis petit, oui, l'enfant entend ça quand on lui dit défends-toi. Oui. Et c'est un apprentissage. En revanche, pardon, vas-y. Oui, que l'adulte puisse revêtir cette fonction contenante et protectrice, c'est tout à fait normal et c'est le rôle de l'adulte. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être totalement rassurant et en même temps dire à l'enfant, bah, écoute, voilà, pourquoi tu réagirais pas comme ça? Pourquoi tu ferais pas ça? On propose, on propose et l'enfant choisit, l'enfant dispose et choisit. C'est intéressant aussi, même tout petit. Mais ça renvoie aussi les parents à une image d'une forme de défaillance. Quand l'enfant vient vers ses parents en pleurant, en cherchant du réconfort, non? Pour certains parents, c'est mon enfant ne sait pas se défendre. L'autre a pu prendre le dessus sur lui, mais lui est incapable de se défendre. Si le parent l'interprète et le vit de cette façon-là, alors l'enfant le vivra de cette façon-là. Si le parent dédramatise en disant « mais non, c'est rien », c'est juste une histoire de ballon, c'est pas grave, ça fait pas de toi qui tu es, et c'est pas un drame. À ce moment-là, l'enfant le vivra très bien. C'est encore une fois cette histoire et on en a parlé sur une autre émission avec vous, Yasmine, l'enfant agit sur un mode identificatoire. Il va s'identifier à la réaction des parents et réagir de la même façon. Et donc voilà, on est en plein dans cette histoire de neurones miroirs et de tout ce qu'on disait. Ouais. Amal, par rapport à ça? Oui, moi je rejoins Kenza et vraiment donner la possibilité à l'enfant, c'est aussi entendre. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est frustrant pour les parents d'avoir le sentiment de ne pas réagir ou que leur enfant est faible. Il n'y a rien de faible. Les enfants sont en train de socialiser parce que c'est en les mettant à l'école, en les mettant dans un groupe enfant, que l'enfant va apprendre à prendre sa place. Et le but,
il ne faut pas oublier, il faut donner la possibilité à l'enfant d'avoir une place, que ce ne soit pas dans l'agressivité, mais qu'il puisse exister au sein d'un groupe. C'est de la socialisation, il va apprendre le vivre ensemble. Et aux parents, bien sûr, ça va dépendre aussi des valeurs des parents, parce qu'il y a certains parents qui vont aller, ils sont agressifs, ben, ce n'est pas des modèles de gestion, de bonnes valeurs sociales, mais ne pas perdre à l'esprit, quand on est parent, qu'est-ce qu'on est en train de construire, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place un adulte pour le futur, et ben, qu'il ait ses valeurs et qu'il puisse vivre en dehors de la cellule familiale, parce qu'on va l'envoyer à l'école. Il n'y aura pas maman pour le défendre. Il n'y aura pas maman. Et justement, vous avez vraiment mis le point sur ce qui fait mal aux parents, c'est est-ce que mon enfant est faible? Ça inquiète les parents. Ensuite, ces petits vont arriver en crèche. Et en crèche, on peut avoir des comportements... enfin, là, ils sont vraiment beaucoup entre eux. On peut se retrouver avec un enfant qui mord, un enfant qui tape, un enfant... Voilà. Face à ce genre d'agression, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut réagir et qu'est-ce qu'il faut lire? Comment il faut lire cet enfant qui agresse les autres? Kenza Mekwar. Alors déjà, et on en avait déjà parlé ici même, se méfier de tout ce qui est morsure et tout ce qui est... physique en quelque sorte, parce que ce ne sont pas toujours des signes d'agressivité. À savoir que c'est une façon de... pas en tant que psychologue. C'est une façon de découvrir le monde aussi, de mettre la bouche à quelque chose ou d'attraper. C'est pas toujours un signe d'agressivité chez l'enfant, même presque... Mais même quand il mord un petit camarade? Oui, absolument. Oui, c'est pas forcément un signe d'agressivité. Il y a beaucoup d'enfants qui mordent pour toucher, pour être au contact d'eux. Et c'est une façon de... d'appréhender le monde, de le découvrir. Donc déjà se méfier, parce que tous les enfants qui mordent ne sont pas pour autant sur un mode défensif ou agressif. On le voit aussi, souvent les enfants qui mordent sont des enfants dont les parents s'amusent à les mordre. À les mordiller, bien sûr. On les mordit en rigolant, et l'enfant, il pense que c'est un moyen de communiquer. Mais l'oralité est un mode de communication. Oui. Et comme tu l'as bien dit, c'est un mode de communication. Quand un enfant mord ou il tape, c'est pas forcément pour faire mal. Il n'y a pas cette intention, je vais lui faire mal. Il ne sait même pas qu'il a fait mal. Quand il voit l'autre pleurer, des fois, il est même effrayé par les larmes de l'autre enfant. Donc vraiment, les parents ne sont pas là pour déjà mettre des étiquettes, pour dire mon enfant est faible ou il n'est pas faible. Ils sont là pour l'accompagner, pour l'équiper. Mais quand on entend les parents dire mon enfant se fait constamment taper, mordre par le même enfant, c'est toujours le même. C'est vrai que c'est la notion de répétition qui est un peu gênante, pour ne pas dire très gênante. Là, c'est les éducatrices, en général, quand elles ont des enfants, elles n'interviennent pas tout de suite, elles interviennent quand ça devient violent, mais elles ont l'œil sur la répétition. Elles cherchent à voir si ça se répète. Et dès que c'est l'enfant... c'est le même enfant qui mord tout le temps ou c'est le même enfant qui est mordu tout le temps, là, elles sont alertées et elles vont aller demander aux parents qu'est-ce qui se passe à la maison, est-ce que cet enfant vient de vivre une naissance, un événement qui a chamboulé sa vie, est-ce qu'il n'est pas encore adapté, il refuse parce qu'il n'a pas encore fait son deuil de la séparation de sa maman. Ça peut être ça peut nous dire ça aussi. Ça peut nous dire ça, et ça, c'est le travail des éducatrices quand elles observent ces répétitions sur le même enfant ou par le même enfant. Elles alertent la famille, et là, il y a un travail qui est fait avec la cellule familiale. Je sais qu'on ne peut pas donner de recettes ou de mode d'emploi de A à Z pour les parents, mais quand même, tout de même, face à cette situation en particulier, ces petites choses qui peuvent se passer en crèche, comment on peut outiller des enfants de 4 ans, 5 ans, qui sont vraiment encore très petits? Comment on les outille contre ces agressions, entre guillemets, moi je ne suis pas spécialiste, mais je les appellerai comme ça, de leurs petits camarades? Parce que qu'est-ce qu'on se dit ensuite? On se dit, il va passer au primaire, et là, il va falloir qu'il soit déjà capable de s'imposer, parce qu'on sait vraiment que les enfants ne sont pas toujours tendres entre eux, absolument. Oui, on a toujours peur, en fait, que son enfant devienne le bouc émissaire d'une classe, soit dans ce rôle-là de victime, et qui existe, parce que je vous parlais de ce bouquin tout à l'heure, et effectivement, dans toutes les micro-sociétés ou tous les groupes, il y a toujours un bouc émissaire ou une victime, un bourreau. Bon, je caricature évidemment, mais ça existe.
Et effectivement, alors moi en tant que professionnelle, la façon dont j'essaye d'outiller les enfants jeunes et moins jeunes, et même adolescents, c'est notamment en recréant des scénarios, en disant comment tu réagirais, et si on te dit ça, comment tu ferais. Et un petit de 4-5 ans est capable d'interagir, de s'imaginer le scénario et de le jouer? Un petit de 4-5 ans, c'est difficile. C'est difficile. Et le plus dur, c'est surtout de reproduire ce qui aura été dit avec la psychologue ou avec la maman. Parce que quand on est petit, eh ben, c'est un petit peu compliqué de reproduire, de se rappeler déjà. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps... Mais c'est là que les parents ont cette fonction protectrice et que la maîtresse aussi, et que là, on intervient en tant qu'adulte. Avec les tout petits, c'est délicat, en fait. C'est délicat, mais en même temps, il faut les outiller. Hein. Oui, dès le début, bien sûr. Ouais, je pense aussi, en plus de ce que tu as dit, Kenza, c'est vrai qu'il y a des choses à mettre en place avant d'arriver à la crèche ou à l'école. Parce qu'un enfant, je parle sous le contrôle de la psy, un enfant est égocentrique au départ. Il n'y a que lui qui existe. Il n'a pas conscience de l'existence du reste du monde. Un enfant, il est dans le plaisir et il est dans l'immédiateté. Je veux ça, je l'obtiens tout de suite. Donc déjà ça peut se travailler. C'est-à-dire plus un enfant, plus on a des parents qui surprotègent. Comme on a dit, surprotéger, c'est voler au secours de l'enfant pour éviter la moindre des frustrations. Là, on n'apprend pas à l'enfant à gérer sa frustration. Donc, un enfant à qui on apprend à gérer sa place, un enfant à qui on apprend à attendre son tour, un enfant à qui, à la maison, avec ses frères et sœurs, on va lui dire oui, même si c'est le petit dernier, même s'il se fait taper par le grand, on va aller voir ce qui s'est passé. Oui, parce que ça se passe aussi dans la fratrie. Aussi dans la fratrie. Donc, plus on a travaillé avec l'enfant, plus on a des chances de l'équiper. Mais moi, j'ai envie aussi de rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on dit on va le préparer. On pense par rapport à ce qui va se passer à l'extérieur. Mais moi, j'ai envie de dire, comme je travaille beaucoup avec les parents, de les préparer aussi, de se séparer de réagir à notre pouvoir. Parce que quand le parent est tout puissant, quand un enfant s'exécute, quand les parents obtiennent des résultats par la force, par la violence physique, un enfant qui se fait taper à la maison, quand il arrive à la crèche et quelqu'un le tape, c'est normal pour lui. Ou pour lui, l'autre côté, c'est je vais taper, c'est comme ça qu'on règne, qu'on va dominer. Donc vraiment, les parents ont une responsabilité, c'est pas pour culpabiliser, mais pour faire prendre conscience aux parents qu'ils ont une part de responsabilité et que l'éducation, le mode d'éducation et le mode de faire régner l'autorité à la maison va avoir un impact sur la socialisation de l'enfant. Est-ce que très tôt les parents, et on va arriver vraiment bientôt au primaire, il le faut, est-ce que très tôt les parents peuvent dire à leurs enfants « apprends à te défendre, défends-toi ». Alors moi j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Amal, que je trouve passionnant. Et on va en arriver très vite à l'école primaire et à l'adolescence par ce biais-là. Moi je vous ai répondu tout à l'heure sur la ponctualité. Comment apprendre un enfant en situation de mal-être ou de harcèlement, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler de harcèlement à cet âge-là chez les tout-petits, mais enfin dans ces situations de répétition qui correspondent à ça. Maintenant, ce que dit Amal est tout à fait vrai, parce que globalement, la responsabilité de l'adulte par rapport aux enfants, c'est la sensibilisation à l'autre, à la différence. Et ça s'apprend peut-être tout petit. J'ai vu une intervention de Driss Jaïdan il y a 1 an ou 2 à l'Institut français qui disait que, très justement à mon sens, que ce qui fait défaut à nos sociétés actuelles, c'est le manque d'empathie. Et ça s'acquiert petit, on le transmet tout petit. Cette capacité à s'identifier à l'autre, à avoir de la peine pour l'autre, à comprendre ce que l'autre peut ressentir, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place depuis tout petit. Et c'est dangereux de dire à l'enfant « défends-toi », il t'a tapé, tape-le aussi. C'est une question délicate, surtout pour les psychologues. On a tendance à vouloir répondre par la non-violence. Maintenant, ça dépend du degré, et il n'y a pas de règle. Et dans les cours d'école, malheureusement, un enfant qui prend sur lui, qui se fait taper régulièrement, le jour où il renvoie un coup, on arrête de l'embêter. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis que, à un moment,
quand l'autre enfant en face peut avoir des parents qui le frappent aussi, qu'il n'a pas de discours cohérent chez lui, eh ben, je sais pas. J'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est délicat, même de la part d'une psychologue, de dire oui, il faut se défendre par les coups. Par les coups. Et Amel, vous faites partie de l'association Sourire de Reda. C'est une association qui milite contre le harcèlement à l'école, entre autres. Justement, dire à un ado, à un enfant, défends-toi, apprends à te défendre. Alors c'est vrai que lui dire défends-toi, l'enfant peut le vivre comme vas-y débrouille-toi, c'est ton problème. Par contre, l'outil, comme l'a dit Kenza, pour qu'il apprenne à se défendre, parce que c'est vrai que quand on a de la violence en face, les enfants qui souffrent le plus, ce sont les enfants à qui on a dit sois poli, fais plaisir à l'autre. Ce sont des enfants qui peuvent devenir très vulnérables et qui peuvent devenir des victimes. C'est heureusement qu'on éduque encore nos enfants dans ce sens, mais il faut aussi leur dire qu'il faut leur apprendre en parallèle à se défendre, leur donner des outils réels pour qu'ils puissent se défendre. Comment ? Alors, par exemple, déjà, entre frères et sœurs... Là, ils sont un peu plus grands. Donc, on a dépassé le stade de la crèche maternelle. Là, c'est ils sont là, 8 ans, 10 ans. Le questionnement est là, la communication verbale est au point. On peut apprendre aux enfants, même à la maison, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Il y a une méthode de Nancy Doyon, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le harcèlement. Elle dit, c'est la méthode 1, 2, 3. On dit à l'enfant, quand par exemple le frère ou la sœur ou à l'école quelqu'un qui tapote ma chaise, qui m'embête tous les jours et j'en ai marre parce que ça m'empêche de me concentrer. Alors on va apprendre à l'enfant à dire ce qu'il faut dire à la personne qui l'embête. On va lui dire, d'abord, le 1, c'est le dire poliment, gentiment, s'il te plaît, arrête de taper ma chaise. Poliment, mais fermement. Fermement. Okay. La deuxième fois, c'est si la personne n'arrête pas, on va monter le ton, on va dire arrête, j'ai dit arrête. Et là, si ça continue, en général, les enfants, ils savent très bien quand ça commence à chauffer. Et les enfants qui sont dans l'agressivité, bon, des fois, ils font marche arrière. Et quand ça ne cesse pas, là, on dit tu m'embêtes. Vraiment, on va crier en disant là, j'en peux plus, je suis très fâchée. Si tu n'arrêtes pas, je le dis à la maîtresse. Oui, alors pendant justement que vous étiez en train d'expliquer ça, Amel, je me mettais à la place de cet enfant et en fait de cette situation-là parce que ça se passe en classe, par exemple. Et est-ce que les enseignants sont sensibilisés à cette méthode ? Parce que quand ça va être la première étape, arrête, tu m'embêtes, l'enseignant peut mal réagir. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous disputez, ok, punition pour tout le monde. C'est vrai. Vraiment, Yasmine, vous avez mis le doigt exactement là où il faut, parce que ça dépend de l'institution, ça va dépendre de l'établissement. Si l'établissement est sensibilisé à la question, et heureusement de plus en plus on l'est, mais plus il y a cette conscience de cette souffrance et qu'il y a des choses qui sont mises en place. Moi, quand je parle de Nancy Doyon, elle le met en place avec des établissements scolaires et c'est la maîtresse qui dit à l'enfant tu utilises la méthode du 1, 2, 3 comme ce qu'on fait à la maison. Moi, je le travaille avec mes élèves. Dans l'établissement dans lequel je travaille, c'est le 1, 2, 3. Dans la cour, quand il vient l'embêter, la première fois, c'est sur ce ton. La deuxième fois, j'ai utilisé l'exemple de la classe. C'est pas par hasard, parce que c'est vrai que c'est là. C'est encore plus compliqué. Voilà. Ou quand on sort dans la cour, parce que la maîtresse n'est pas en mesure, on peut l'appeler et lui dire tu le refais, je vais vraiment me fâcher. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que on s'attaque souvent à des enfants qu'on pense fragiles, des victimes potentielles. Mais si on outille ces enfants, franchement, comme l'a dit tout à l'heure Kenza, des fois c'est malheureusement de la violence qui va arrêter la violence parce que l'autre, il pense que tant qu'il ne m'a pas donné le coup de poing, c'est que j'ai le hockey. Moi, j'ai des groupes d'enfants qui me disent « Mais madame, il n'a pas réagi, il a même rigolé. » Et ils n'ont pas suffisamment d'empathie pour décoder que ce rire n'est pas un rire d'adhésion, que c'est un rire de souffrance. Oui. Donc, vraiment, c'est tout un travail qui devrait être fait pour que
pour sensibiliser la communauté scolaire, mais aussi outiller les enfants. Outiller les enfants avec des outils concrets. Les armer. Absolument. Parce qu'on ne peut pas dire à un enfant, j'ai eu un cas l'an dernier, c'était un enfant qui était d'une politesse irréprochable et qui se faisait embêter. Le jour où il a utilisé la méthode, ça s'est arrêté net. Nous, on va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. Merci à vous. Restez avec nous pour les détails tout de suite. Vous êtes toujours avec nous sur Média TV. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'On se dit tout. On parle de nos enfants en fait, comment les outiller pour s'imposer et s'affirmer au maximum et éviter toute forme de violence. Sinon, n'oubliez pas en deuxième partie l'interview santé qui portera sur l'importance de la préparation à l'accouchement naturel avec le docteur Youssef Benjeloun. J'ai à mes côtés pour cette discussion Kenza Mkwar, psychologue, et Amal Hassoun, coach. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Merci. On continue. Donc, on a parlé pour les téléspectateurs qui viennent de nous retrouver, qui peuvent retrouver bien sûr l'émission dans son intégralité sur notre site mediantv.com. La première partie était consacrée aux tout petits, donc on va dire l'âge de la crèche. Ensuite, on a parlé de la cour de récré des enfants, du primaire. En même temps, est-ce que le primaire et le collège, lycée, c'est un petit peu les mêmes problématiques? Un petit peu. J'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes. On retrouve la même chose dans leurs failles, à moins qu'au moment où les élèves arrivent au lycée, quelque chose se passe dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur environnement, et qui fasse qu'à ce moment-là, ils sont plus vulnérables qu'ils ne l'ont été. Mais évidemment, voilà, les enfants, comme Amal le disait tout à l'heure, vont tout de suite vers la faille pour pouvoir s'en prendre au plus faible. Et ce que vous avez donné, Amal Hassoun, c'est une méthode pour aider l'enfant à changer de posture, passer de celle de la victime à l'enfant qui s'impose, sans passer forcément par la violence et les coups, mais vraiment l'affirmation. Mais ça nécessite, vous l'avez dit, vraiment la sensibilisation aussi du système éducatif, des enseignants, et puis des parents également. Les parents, ils peuvent déjà le faire à la maison. Ils peuvent outiller leur enfant à la méthode 1, 2, 3. Les parents le font facilement et ça renforce, quoi. Il faut ouvrir la discussion avec son ado, son enfant, sur les risques d'harcèlement scolaire. Bien sûr. Il faut en parler, même si l'enfant ne se plaint de rien, ne souffre de rien visiblement. Mais déjà, un enfant harcelé, ce n'est pas un enfant qui se plaint en général. Ce sont plutôt des enfants silencieux. Donc je pense qu'il faut peut-être devancer le problème. Absolument. Pour éviter tous les risques. Et puis ensuite, sans même parler de méthode ou au-delà même des méthodes, juste le fait de pouvoir dire à son enfant « je pense que tu es capable de te défendre, tu peux ». Juste le fait de lui dire et d'y croire, c'est déjà plus de sécurité pour l'enfant et plus de confiance en lui-même. Okay. Sans même parler de méthode. Parce qu'il y a toujours ce gap, enfin ce discernement à avoir entre surprotéger et dire, comme vous le disiez tout à l'heure, quel que soit l'âge, va te défendre. Il y a toujours un entre-deux qui est intéressant. Et je pense que c'est là qu'il s'agit de se placer. Mais alors justement, comment on peut savoir que nous surprotégeons nos enfants? Pour les parents, protéger et surprotéger, pour certains parents, ça veut dire exactement la même chose. C'est mon enfant que je protège. Non. Alors, pour les téléspectateurs, justement, cette ligne qui est très fine. Elle est très fine. Comment faire la différence entre les deux? D'abord, la partie écoute, parler à son enfant, elle est très importante et ça va dépendre de l'espace qu'on a ouvert avec l'enfant par rapport à la discussion. Si un enfant rentre tous les jours de l'école et on dit les parents sont présents et il y a toujours cette petite discussion, alors ta journée, ne pas parler que des notes et des résultats, ça va être un espace où l'enfant peut se dire quelles sont les choses sympathiques que tu as vécues aujourd'hui, dis-moi deux moments sympas. Et puis on peut facilement ouvrir la discussion par rapport au harcèlement et on identifie plus rapidement le harcèlement. Après, il y a justement dans le questionnement, on peut être intrusif et être là parce que c'est de la curiosité, on a envie de tout savoir de la vie de l'enfant et l'enfant va le sentir, ou bien être vraiment à propos de l'enfant. Et protéger, c'est vraiment mettre un cadre sécure, une présence sécure, que l'enfant sache qu'on est une figure comment dire, sur laquelle il va pouvoir se reposer. Et puis, mais on ne fait pas pour lui. Voilà, ça va être un véritable soutien. Les enfants, quand ils ne parlent pas, parce que
tout simplement, ils ont peur que la réaction des parents soit démesurée, parce que le parent va aller régler à la place de l'enfant. Ça, c'est surprotéger. Protéger, c'est l'écouter, évaluer la situation, redonner le pouvoir à l'enfant, lui dire bon, ben, t'es capable, comme disait Kenza tout à l'heure, lui dire t'es capable, allez, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce que tu as mis qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Lui poser la question, comment tu veux qu'on règle la situation? Tu te fais embêter? Oui. Comment tu veux qu'on... Est-ce que tu veux un coup de main? Exactement. Respecter s'il dit non. Il va lui laisser le choix, surtout, et puis la décision. Encore une fois, le fait de le surprotéger, c'est aussi un risque de stigmatisation de l'enfant et de lui montrer son incapacité à le faire tout seul. Et ça, c'est dangereux. Et c'est non seulement au niveau des parents, mais aussi au niveau des instituteurs, des professeurs. Absolument. Protéger, certes, oui. Sanctionner des comportements inadéquats ou de harceleurs, ça c'est normal aussi. Mais peut-être, peut-être rester un petit peu dans l'ombre, ne pas stigmatiser l'enfant et le placer en tant que victime face à toute la classe, face aux autres enfants. Parce que c'est encore plus humiliant et plus intimidant pour lui. Absolument. Et pour répondre à la surprotection, on surprotège à chaque fois qu'on ne fait pas confiance à l'enfant, à sa capacité de gérer sa frustration. Si je pense que mon enfant n'est pas capable, c'est que vraiment je vais agir de la mauvaise manière. Alors il y a un volet qui est très important, que je voudrais qu'on soulève. C'est vrai qu'on devrait lui consacrer une émission entière. Mais voilà, on dit à l'enfant de s'imposer, de s'affirmer. Vous avez parlé de différentes méthodes pour outiller les enfants, que ce soit émotionnellement ou même techniquement, Amel. Il y a un autre risque, c'est le risque pédophile. Et ça, c'est un risque qui est avéré, qui existe, on le sait. Alors, est-ce qu'il faut en parler à l'enfant? Et à partir de quel âge? Est-ce que là aussi, il faut outiller un enfant? Absolument. Absolument. Et merci Yasmine de reprendre cette question qui est essentielle dans une culture du tabou qu'est la nôtre en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans le tabou verbal, dans le tabou culturel et on ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais c'est de plus en plus dénoncé, il y a des associations, absolument, il y a Touche pas à mon enfant, il y a vraiment des associations qui militent sur le terrain. Je suis d'accord avec vous, simplement au sein des familles c'est très délicat. Les parents ont toujours peur que le fait de parler à leur enfant viennent bouleverser l'enfant ou le rendre bizarre ou lui mettre des idées en tête. Or, non, un enfant à qui on parle, c'est un enfant qu'on apprend à se protéger, justement. Et l'enfant est vulnérable tant qu'on ne lui a pas expliqué. Surtout que dans des cas de pédophilie, l'enfant aura l'impression d'avoir fait une faute lui-même. Donc, il parlera encore moins. Alors, donc, moi, j'ai également travaillé en orphelinat, où les enfants n'ont malheureusement, comme on le sait, pas de parents pour leur apprendre ça. Et le rôle des équipes dans ce type de structure, c'est aussi d'apprendre aux enfants tous les risques auxquels ils seront exposés plus tard. Et ces enfants-là, on leur disait clairement, avec un langage d'enfant, mais clairement, que personne n'avait le droit de leur mettre la main dessus, de les toucher au niveau de leurs parties intimes, par exemple. Et que si c'est quoi? Un langage d'enfant. Les parents ne savent pas comment aborder cette question du risque pédophile avec leurs enfants. On ne sait pas quoi leur dire. Basiquement, de façon basique, personne n'a le droit de te toucher ici et là. Ça, c'est à toi. C'est à toi, ça t'appartient. Personne n'a le droit. Et si un jour quelqu'un le fait, non seulement tu dis non, tu ne le laisses pas, mais en plus tu viens me le dire. Ok. C'est tout. Et l'enfant ne dit pas pourquoi? Éventuellement. Il peut chercher à savoir. À chacun pourquoi. de trouver ses mots à ce moment-là pour expliquer que ce sont. C'est délicat. Mais en fait. c'est délicat, mais c'est faisable. Ouais. Et il vaut mieux prévenir encore une fois que guérir. Moi, je pense qu'il faut absolument le faire. Amel? Je suis entièrement d'accord. Et moi, j'ai envie aussi de rajouter que dans toutes les études qui ont été faites par rapport à la pédophilie, ce qui ressort, nous, on a tendance, nous parents, moi, en tant que mère, le jour où j'ai été maman, ce qui nous fait le plus peur, c'est le grand méchant bonhomme à l'extérieur qui va prendre notre enfant. Alors que la pédophilie, dans la plupart des cas, c'est de la pédophilie de proximité. Ça veut dire que c'est dans le cercle familial. Ça veut dire que c'est un oncle, un cousin, un voisin, une femme de ménage, etc. Ouais. On exclut les femmes, et les femmes aussi. Les femmes aussi, absolument. Le cercle de l'institution, que ce soit l'école, le club de sport, le moniteur, ça peut être, c'est vraiment, ça peut venir de partout. Ça, c'est les études qui le disent. Et donc, comment armer son enfant? C'est vrai que quand on a habitué un enfant à le forcer à embrasser une personne quand elle arrive,
il ne veut pas embrasser, ben, on respecte. Ça ne va pas faire de lui quelqu'un de mal élevé. Il ne va plus être un enfant objet. Il va devenir sujet. C'est lui qui va décider d'embrasser. C'est lui. Eh ben, il va prendre conscience que lui, il existe en tant qu'individu et qu'il n'est pas là que pour faire plaisir aux autres. Il peut se faire plaisir. Et bien sûr, lui apprendre que les parties intimes, Très tôt. Très tôt. On touche ça, c'est personne n'a le droit de toucher. Ça, c'est comme quand on lui apprend à ne pas se faire taper. On dit, voilà, personne n'a le droit de te taper. Mais les enfants l'acceptent. Ils ne vont pas aller chercher. Ce sont nos représentations à nous qui nous font peur parce qu'on se dit, ouh là là, je vais me retrouver en train de lui parler de sexualité, ça va être compliqué. Non, les enfants, ça passe. Et en général, quand ils posent une question, répondre à cette question. Pour finir, et vraiment brièvement, est-ce qu'il y a des signaux d'alarme quand même à repérer pour les parents par rapport à ce risque pédophile? Petit rebondissement, oui. Très important, et elle l'a parfaitement souligné, Amal, de ne pas projeter. En fait, la projection, c'est ce qui tue toute la communication avec l'enfant parce qu'on pense que l'enfant va prendre les choses telles que l'adulte les entend. Absolument. Or, ce n'est pas du tout. C'est très vrai, merci d'avoir mis le point là-dessus. Maintenant, pour les signes qui permettent de repérer un enfant qui déprime, un enfant qui n'a pas envie de venir à l'école, un enfant qui pleure, un enfant qui change d'attitude, il faut par se poser exemple. des questions. Là, il faut se poser des questions. Mais comme on a dit, c'est vraiment une thématique à laquelle il faudrait consacrer une émission entière. Mais on ne pouvait pas parler de ce sujet de s'imposer, outiller l'enfant sans aborder ce volet-là. Merci beaucoup, mesdames. Kenzan Kouad, psychologue, Amal Hassoun, coach. Merci beaucoup pour vos explications et toute votre expertise pour les téléspectateurs d'On se dit tout. Moi, je reste avec vous, l'interview santé tout de suite. Place donc tout de suite à l'interview santé, l'importance de la préparation à l'accouchement naturel. On en parle avec vous, docteur Youssouf Benjouloun, vous êtes médecin gynécologue. Merci beaucoup d'être là. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, la préparation à l'accouchement naturel, est-ce que c'est courant dans votre pratique? Pas suffisamment, justement, et c'est un peu l'objet de ma présence ici, c'est d'essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles on aimerait qu'il y ait un peu plus de femmes et de futures mamans qui accèdent à cette préparation et de l'institutionnaliser en fait, que ça devienne automatique, à l'instar des pays comme la France. Oui, notamment. Déjà en expliquer les avantages, à qui d'abord elle s'adresse. Il faut expliquer que ça s'adresse surtout au premier accouchement, donc aux premières grossesses et premiers accouchements. Et en puis, particulier. En particulier, et puis éventuellement au deuxième accouchement, lorsque lors du premier accouchement, cette préparation n'a pas eu lieu. D'accord. Donc on peut rattraper ça. Et pourquoi premier accouchement en particulier? Parce qu'il y a une angoisse qui s'installe. Ouais. Il y a l'angoisse de l'inconnu, il y a l'angoisse de ce qu'on nous raconte depuis qu'on était la douleur, l'angoisse de la douleur. Fille, voilà, par rapport à l'accouchement, surtout dans notre contexte marocain. Et donc il y a pas mal de choses à lever, à expliquer. Et il y a une préparation qui est à la fois physique et psychique. Et aussi, c'est le moment opportun d'aider cette future maman, d'établir un lien très fort avec son fœtus, donc son futur bébé. Mais ça ne peut pas se faire en consultation? C'est-à-dire la future maman, en consultation, peut échanger avec son médecin sur ces questions-là, oui. De l'angoisse, de la douleur. C'est-à-dire, quand vous parlez de préparation à l'accouchement naturel, c'est des étapes, c'est un processus. Comment ça se construit? Alors, durant une consultation, un temps moyen de consultation est de 20 minutes, maximum une demi-heure. On est focalisé sur des paramètres qui sont plutôt physiques, de suivi de grossesse, d'échographie, d'examen clinique. Donc, on n'a pas plus tellement le temps d'aborder cette phase de préparation, de traitement de l'angoisse, des peurs. On peut le faire brièvement. Mais une séance, disons, en salle de préparation de l'accouchement dure 1h30. Donc vous concevez que c'est pratiquement impossible. Il y a aussi des exercices qu'on demande de faire à la maison.
Exercice de respiration. De respiration. On demande aussi à faire de la marche à partir d'un certain moment. C'est des exercices aussi où le conjoint peut apporter beaucoup. Il y a aussi toute une phase de cette préparation qui est plutôt de l'ordre psychique donc, et qu'on aborde durant les premières séances. D'accord. Et cette préparation à l'accouchement par voie basse, à l'accouchement naturel, ça facilite l'accouchement? Ça fait la différence au moment de l'accouchement? Les études ont montré que ça diminue le taux de césarienne d'environ 20%. D'accord. Donc, ce qui est important. Cette préparation, en fait, elle doit commencer dès le 7e mois. Okay. Tout dépend de la longueur du col. La longueur moyenne d'un col doit être plus ou moins de 4 cm. Okay. Pour un col de 4 cm, ça doit commencer le 7e mois, progressivement. Le 8e mois, on augmente la cadence et l'intensité. Et le 9e mois, bien sûr, on y va franco. Et pour des cols qui sont petits, qui ont fait l'objet déjà de petits soucis, de menaces d'accouchement prématuré avant, on peut attendre jusqu'au 8e mois. D'accord. Mais ça, c'est le gynécologue obstétricien qui fait ce suivi ou c'est plutôt une sage-femme? Alors, la prescription est faite par le gynécologue obstétricien en fonction de ces données-là, de la longueur du col, des antécédents. Et la sage-femme et l'aide-soignante aident c'est elles, normalement, qui mettent en place cette préparation et qui font faire ces séances aux futures mamans. Mais on en entend, on va dire, rarement parler dans notre culture. C'est-à-dire qu'une femme se fait suivre par un spécialiste et puis elle rencontre la sage-femme peut-être le jour de l'accouchement. Oui, exactement. Il n'y a pas cette prise de contact oui, avant. Exactement. Alors les sages-femmes au Maroc ne sont pas formées pour faire cette préparation à l'accouchement. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment des formations sporadiques qu'elles font par elles-mêmes. Hein, mais il n'y a pas une formation institutionnalisée et des encouragements faits dans ce sens. Donc les patientes sont un peu livrées à elles-mêmes, les médecins aussi. Au jour d'aujourd'hui, celles qui le pratiquent, c'est un peu un accompagnement entre guillemets de luxe, parce que ça coûte relativement cher. Faire appel à une sage-femme pour une préparation à l'accouchement. Les tarifs ne sont pas réglementés. Et donc, il me semble que c'est un accompagnement de luxe, alors que c'est supposé être un besoin médical quasi de base. En matière de tarifs, oui, si on s'aligne aux tarifs pratiqués en Europe, ça peut paraître excessif, mais en général, lorsque l'accompagnement se fait au niveau du Maroc, donc on se met un petit peu sur la base du pouvoir d'achat moyen marocain, et ça ne dépasse pas, pour un forfait de 12 séances, ça ne dépasse pas les 3000 dirhams, et puis on peut faire des réductions. Mais ce n'est pas pris en charge. Ce n'est pas pris en charge. Contrairement ce n'est pas pris en charge. À cet même accompagnement, notamment en France, qui est pris en charge par la Sécurité sociale. Effectivement. Absolument. Effectivement. Donc, justement, vous, aujourd'hui, vous venez nous parler de l'importance de la préparation à l'accouchement naturel. En même temps, ce n'est pas institutionnalisé, ça coûte relativement cher, 3000 dirhams, ce n'est pas rien, ce n'est pas remboursé. Comment on peut faire ça en demi-mesure ? Accompagner les femmes à l'accouchement naturel sans pour autant qu'elles subissent des frais supplémentaires et qui ne sont pas remboursés. Qu'est-ce qu'elle peut poser, cette femme, comme question à son médecin? Donc aujourd'hui, on va dire que ce sont des téléspectatrices qui sont conscientes de la situation, conscientes de l'intérêt de cet accompagnement. Qu'est-ce qu'elles peuvent, pour leur prochaine consultation, poser comme question à leur gynécologue, celui qui les suit? Oui, alors... on peut commencer par l'objectif. L'objectif de cette préparation, comme je l'ai dit au départ, il est d'abord physique, et puis ensuite psychique. Donc elle lui en parle, elle lui dit si elle se sent mal, si elle ne se sent pas bien, si elle angoisse. Il faut qu'elle échange de ces sujets-là avec son gynécologue. Il est aussi là pour ça?
Oui, alors sur le plan psychique, le gynécologue doit s'attacher à expliquer la dynamique de cette préparation de l'utérus à l'accouchement, la survenue au cours du dernier trimestre de certaines contractions qu'on appelle des contractions de Braxton Hicks, qui ne sont pas très douloureuses, mais qui sont vécues comme plutôt des petites tensions. On doit un petit peu expliquer par un schéma à cette future maman que ces contractions, en fait, elles ont comme objectif de faire reculer la longueur du col, qui est normalement de 4 cm, de la faire intégrer à l'intérieur de l'utérus, du corps de l'utérus, et puis en faire un canal qui ne fait plus que 1 cm au 9e mois. Ça va lui permettre d'apprivoiser son corps en quelque sorte. Voilà. Donc elle va mettre un lien entre ce qu'elle ressent en fait, ces petites gênes au niveau du dos, ces petits durcissements au fond de l'utérus, et elle va mettre un lien entre ce qu'elle ressent et le moment de l'accouchement. Voilà, un substratum anatomique qui va être expliqué par son médecin. On va lui expliquer par exemple que l'innervation de l'utérus, l'innervation aussi bien sensitive que motrice, en fait, elle vient, comme tous les autres nerfs, de la colonne vertébrale et de la partie basse de la colonne vertébrale. D'où par exemple ces douleurs qu'on ressent au niveau du dos, et qui sont ressentis comme plutôt des douleurs, alors qu'en fait, c'est le début de contractions. C'est des contractions, en fait. Et les femmes, les futures mamans, le vivent comme un danger pour leur bébé. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, alors elles le vivent comme un danger, et dès qu'elles ont des contractions, ne serait-ce que de Braxton Hicks, elles sont affolées, elles veulent que ça s'arrête tout de suite, alors qu'au contraire, elles doivent chercher et rechercher que ces contractions, qu'il y en ait un peu plus. Pour justement préparer ce col et préparer cet utérus à l'accouchement. Il y a aussi, on parle d'un utérus, oui, c'est un organe creux, c'est un muscle, mais en fait, tout ce qui l'entoure aussi est concerné par l'accouchement, c'est-à-dire la colonne vertébrale, la musculature qui l'enveloppe, donc les muscles paravertébraux, les muscles du dos, les muscles du périnée, le vagin lui-même et les abdominaux, enfin les muscles de la paroi abdominale. Tout ça, en fait, va être concerné par la préparation à l'accouchement à travers des exercices faits en salle, des exercices faits à la maison, des exercices en libre, des exercices en opposition. Mais à défaut d'avoir des structures spécialisées, généralisées, certaines mamans peuvent être intéressées par ce qu'elles peuvent trouver sur YouTube notamment, des séances de préparation à l'accouchement. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'il faut éviter? Ne rien faire plutôt que suivre ce genre d'exercice qu'on peut retrouver sur Internet? Internet, il y a du bon, il y a du mauvais. À partir du moment où, justement, on donne ces explications de l'innervation de l'utérus, du rapport de tout ce qui entoure l'utérus avec cette préparation, je pense qu'on donne des outils à ces futures mamans, alors on leur donne des outils pour pouvoir piocher au niveau de ces vidéos sur YouTube et autres, ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à laisser. Et, le plus important, c'est la communication avec son médecin, ce lien qui doit vraiment se créer, se maintenir avec son médecin. Exactement. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur. Je pense que vous avez dédramatisé la situation pour les futures mamans, et notamment de ces fameuses contractions du dernier trimestre, les contractions de Braxton Hicks. Voilà. Merci beaucoup, docteur Youssef Benjeloun. Vous êtes gynécologue obstétricien. On peut bien sûr retrouver cette émission sur notre site mediantv.com. Merci beaucoup à toutes et à tous, l'équipe bien sûr, mais aussi les téléspectateurs. À bientôt, au revoir.